Bonjour Louis Laurent. Vous avez déployé chez Carrefour des badges, et ce dans le cadre des JO 2024. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la démarche et quels bénéfices vous en avez retirés? D'accord, donc pas tour de table, je réponds tout de suite. D'accord, très bien, ok. Alors déjà, hein, puisqu'on est là quand même pour se dire les choses telles qu'elles sont, déployer est un bien grand mot. C'est-à-dire qu'on a fait un premier pas avec 10 personnes. Hein, voilà, donc c'est 10 personnes qui ont reçu un Open Badge. Et comment on a fait pour le déployer? Parce qu'effectivement, moi, ce qui m'a peut-être un petit peu étonné, j'entends qu'ici, on est tous entre experts de l'Open Badge. J'ai entendu Serge Ravet qui parlait d'un grand succès. Quand je vois ce qui se passe en entreprise, en tout cas dans les grosses entreprises du CAC 40, hein, quand je vois ce qui se passe chez nous ou chez mes copains du CAC 40, enfin, le mot même Open Badge, personne ne le connaît, quoi. Hein. C'est-à-dire que, alors j'essaie d'expliquer, je suis devenu un expert de l'elevator pitch pour expliquer l'Open Badge, et puis les gens me regardent comme ça, mais c'est quoi ce truc? Ça veut dire on va avoir un pins à la fin. Bon, c'est vraiment... Voilà, c'est pas simple, donc il y a vraiment un vrai problème tout simplement d'information, même de simplement savoir que ça existe. Donc pour Carrefour, comment ça a pu marcher? Parce que voilà, moi je me considère comme un évangélisateur sur le sujet, et pourtant j'avais beaucoup de mal. Et en fait, l'opportunité, ça a été d'une certaine façon grâce au partenariat qu'on avait avec Paris 2024, puisque nous sommes partenaires premium. Et dans ce cadre-là, donc on avait un chef de projet qui est ici présent. Peut-être que tu pourras peut-être d'ailleurs en dire quelques mots. Donc, Paris 2024 avait décidé de déployer, de créer et de déployer un Open Badge Manager inclusif. Et à partir de là, les choses ont été beaucoup plus simples, puisqu'effectivement, il y avait quelque chose, je dirais un input qui venait de l'extérieur, voilà, de Paris 2024, c'était sérieux. Derrière, il y avait aussi le ministère du Travail. Alors ça, nous, les grosses boîtes, on adore ça. On s'est dit, ah là, il faut y aller. Hein. S'ils nous demandent d'y aller, on va y aller. Mais s'il n'y avait pas eu un input extérieur, je pense que je serais en train encore de parler du sujet. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, après, il y a eu des négociations intenses au sein de Carrefour pour savoir à qui donner les Open Badges. Moi, je voulais les donner plutôt à des personnes qui étaient sur le terrain. Mes collègues disent non, on va se les donner à nous, enfin, que des directeurs, quoi. Et voilà, ça me posait souci. Une discussion avec Paquita a fini par me convaincre de quelque chose qui me semble en tout cas très important. C'est qu'après tout, si les 10 personnes à qui on est déployé l'Open Badge, ce sont vraiment des grands patrons, comme par exemple le patron de la branche hypermarché, voilà, qui dirige quand même 40 000 personnes, ou le DRH, ou que sais-je encore, effectivement pour moi, on n'était pas totalement dans l'esprit de l'Open Badge, quoique le fait d'avoir donné ces Open Badges à des personnes qui étaient aussi élevées dans la hiérarchie a permis finalement de donner envie. Vous savez ce qu'on dit en management, on balaye un escalier par le haut. Et donc le deuxième point que j'en tire, c'est que cette idée qui m'avait été soumise par Paquita, en fait, a été extrêmement profitable, puisqu'effectivement, en commençant par les chefs à plumes, finalement, ça a donné envie à d'autres personnes qui ont dit « Et moi, est-ce que je pourrais pas avoir un Open Badge ?» Alors que si on avait commencé un niveau... oui, je suis trop long, c'est ça. Okay. La théorie de Parmentier, en fait. Pardon ? De Parmentier pour les pommes de terre, qu'il faut créer le désir par le haut. Ah, je ne sais pas que ça s'appelait comme ça, mais oui, c'est ça. Voilà, c'est bien résumé, merci. Voilà, l'esprit de synthèse de Mathias. Voilà, voilà, c'était les deux points que je voulais retenir, un input extérieur et commencer par les hauts, quoi. Ok, merci beaucoup. Et du coup, peut-être que tu as un complément d'information. Donc, je vous présente Gianluca, qui est en fait responsable formation, responsable innovation au sein de l'Académie des JO de Paris 24 et qui a donc travaillé avec Louis Laurent sur les Open Badges. Merci beaucoup. Oui, effectivement, nous, on a lancé ces projets il y a 1 an et demi sur les Open Badges. Notamment, notre cible, c'est d'abord les 45 000 volontaires qui participeront au jeu, mais on a voulu faire un pilote pour découvrir ces dispositifs, pour le structurer avant de s'élancer sur une grande échelle. Et grâce au partenariat avec Carrefour et d'autres partenaires de Paris 24, on a travaillé ensemble. Vraiment, on a fait toute une phase
des constructions d'ingénierie, parce que comme Serge disait bien, tout le monde peut donner un badge, il peut badger, mais le travail qui est derrière pour savoir tout ce qui a été présenté tout à l'heure, à qui on le donne, qui est la cible, qu'est-ce qu'on veut reconnaître, de quelle manière, quels critères. Alors, peut-être je vais attirer pas les sympathies de certains parmi vous, parce que j'ai beaucoup entendu de badges des rêves, badges auto-émis par les pairs. Nous, pour un choix, étant donné cette galaxie des badges, on est allé plutôt sur des badges plutôt positionnés dans les cadrans traditionnels et formels. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas en travaillant plutôt sur les compétences. Et ces pilotes, c'était justement reconnaître des compétences qui aujourd'hui ne sont pas mises en valeur, ou en tout cas ne sont pas développées par des parcours de formation, même si on a des formations sur les sujets. On voulait surtout reconnaître des compétences mises en place sur le terrain. Et donc on a choisi des managers, des leaders, en sens plus large, parce que ça va être des managers hiérarchiques ou des managers transversaux, sur des contenus qui nous tiennent à cœur, qui font partie de l'ADN de Paris 24, et c'est l'inclusion et la diversité. Aujourd'hui, on a toutes les entreprises et toutes les organisations, c'est un sujet qui est à l'ordre du jour, et surtout, il y a des actions qui sont mises en place, mais qui ne sont pas reconnues. Il n'y a pas, à part quelques formations passées par là, il n'y a pas un cursus grandes écoles pour être reconnu, manager inclusif, non discriminante, etc., etc. Et ça, c'était grâce au travail avec Carrefour et d'autres partenaires qui avaient les mêmes préoccupations et les mêmes enjeux, qui ont pu construire ce badge et le délivrer à des managers. C'était une première promo, donc ce n'était pas une finalité, c'était plutôt un lancement. Une première promo de manager chez Paris 24, chez Carrefour et chez un autre partenaire, Sodexo. Alors, je termine. C'est quoi le gros travail qu'on a fait avec lui, Laurent? C'était aussi déjà communiquer, expliquer de quoi il s'agit, parce que c'est vrai, c'est pas très connu, le badge. Ça reste toujours cette idée de autocollant qu'on donne. Mais surtout, le choix qui a été fait par Paris 24, ses partenaires, c'est de travailler tout l'écosystème. Donc on a appliqué du début tout un écosystème, et quand je dis un écosystème, je parle des partenaires commerciaux de Paris 24, alors pas tous, ils ont adhéré, un certain nombre, mais aussi des partenaires institutionnels. Et c'est là l'importance j'ai entendu tout à l'heure, de faire bouger cet écosystème, et dans l'écosystème dont je parle, il y a les ministères, il y a nos collègues de la Caisse des dépôts qui sont ici aujourd'hui et qui vont intervenir, mais aussi la GFIP, donc des partenaires institutionnels, les territoires hôtes, parce que pour nous, un badge ne pouvait pas avoir de vraie valeur s'il était juste estampillé Paris 24 et donné à des salariés ou à des collaborateurs ou des volontaires demain. Voilà, merci. Merci beaucoup. Sylvain Jules. Vous êtes responsable de la formation de Numéum, vous étiez au préalable au Syntec Numérique, et vous êtes sponsor d'expérimentation et notamment de projets de plateformes de compétences qui logeront des micro-certifications et des open badges. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Alors effectivement, on est parti d'abord présenter la branche des bureaux d'études. C'est à peu près 95 000 entreprises, un peu plus de 1 200 000 salariés. Et à ce titre, nous avons une offre de certification que nous souhaitons développer. Évidemment, elle passe par la traditionnelle création de diplômes sur les répertoires spécifiques ou le RNCP, mais ce n'est pas suffisant. On a mené, grâce à notre OPCO Atlas, une étude exploratoire sur la question des open badges, et très vite, notre ambition a été fléchée vers la création, en tout cas le souhait de créer la plateforme de compétences qui ferait la part belle aux open badges et micro-certifications. Alors, quand on a dit ça, tout reste à faire. J'ai aucun retour d'expérience, contrairement à mon collègue de séance. C'est plutôt un pari que nous faisons. Nous souhaitons d'ailleurs avoir les moyens de nos ambitions, et c'est pour ça que nous déposons un dossier AMI-CMA. Nous souhaitons le faire début 2024.
pour pouvoir avoir les moyens de nos ambitions. C'est une plateforme qui regrouperait des modules de formation, des espaces collaboratifs, des ressources pédagogiques pour pouvoir développer l'auto-formation, parce que nos salariés ont une culture de l'auto-formation très développée, dans le sens où nous avons des consultants, des chefs de projet qui mènent des actions, des missions auprès de nos clients. Et donc, nous avons tout intérêt à créer ce parcours compétences en mettant aussi des niveaux, partant de l'Open Badge connaisseur, moyennant un accès à une fresque du numérique ou fresque du climat pour les enjeux climatiques. Open Badge technicien, là, ça serait plus une formation de 2 jours, 3 jours, classique sur un plan de développement des compétences. Open Badge expert, là, plutôt un bloc de compétences d'une certification ou un certificat de compétences, en tout cas, même une micro-certification, donc on arriverait à plusieurs jours, voire quelques semaines de formation, et enfin le mode expert qui flécherait vers les diplômes RNCP et répertoires spécifiques. Ce parcours-là, donc voilà, c'est une intuition que nous avons et nous souhaitons donc le déposer auprès de l'ANR et de la Caisse des dépôts dès début 2024 et ensuite il va falloir le déployer, le promouvoir et c'est tout l'enjeu, donc c'est un pari. Je vais m'adresser maintenant à Monsieur Victine, qui est donc DG, DG d'Adecco Training, mais aussi des Deux Rives. Quel est, vous, au sein du groupe Adecco, à la date d'aujourd'hui, vos réflexions, vos pratiques en termes de reconnaissance? Et aussi une deuxième question qui est, quelles sont d'après vous les valeurs ajoutées, les bénéfices qu'une entreprise aujourd'hui peut avoir à se lancer dans une démarche de reconnaissance des compétences et de reconnaissance via les Open Badges? Bonjour à toutes et à tous. Donc au sein du groupe Adecco, on fait travailler chaque année un demi-million de salariés en France et on en forme plusieurs dizaines de milliers. Donc le sujet du badge est évidemment important et le sujet de la compétence et de la compétence connectée aux enjeux de l'emploi sont des points majeurs pour nous. La nécessité du badge du point de vue d'entreprise, elle est importante. Je pense qu'elle est plus ou moins importante selon les typologies d'entreprise. J'y viendrai dans une seconde. La table ronde précédente a largement fait écho à l'enjeu du badge du point de vue de l'individu. Mais évidemment, la face de la pièce, c'est du côté d'entreprise. Il est désormais complètement acquis pour tout le monde que les compétences relèvent d'un flux et pas d'un stock. Il y a une étude de l'OCDE qui, alors peu importe qu'elle soit un peu vraie ou un peu fausse, évoque le fait que les compétences ont désormais une durée de vie de 2 ans, là où elles avaient une durée de vie de plusieurs dizaines d'années précédemment. Donc ça positionne et ça place de fait l'entreprise dans une situation d'entreprise apprenante. Les apprentissages se passent en entreprise avant de se passer en organisme de formation. Donc les entreprises, elles ont en pratique besoin d'y voir clair sur les compétences de leurs salariés, elles ont besoin d'y voir clair pour optimiser leurs budgets de formation qui sont rares en fait, même si les montants en milliards d'euros mis bout à bout de tout l'écosystème formation, c'est colossal. Les entreprises manœuvrent avec des zones budgétaires assez tendues. Voilà. À propos de la typologie des entreprises que j'évoquais, toutes les entreprises ne vont pas avoir le même engouement et le même besoin de ces badges. Concrètement, il y a des entreprises qui font travailler des publics plutôt éloignés de l'emploi, des populations dites précaires. Là, elles, parce qu'elles ont des enjeux de turnover, de flux entrants et de flux sortants de collaborateurs, elles ont un rôle clé et elles ont un besoin impérieux d'avoir accès à des badges. Les entreprises et les publics plus formés n'ont pas besoin de badges. Le badge des publics les plus éduqués, les plus formés, ça s'appelle LinkedIn. Si vous voulez, si on fait c'est ma conviction, si on fait une typologie ou une segmentation des 30 millions d'actifs en France, il y a
les super insiders qui, eux, n'ont besoin de rien. Ils ont besoin de leur compte LinkedIn et ils savent parler d'eux-mêmes et ils n'ont pas besoin d'un badge qui les caractérise. Ensuite, on a les insiders ou les challengers qui, eux, ont besoin d'un CV. Et puis ensuite, on a les gens qui sont plus éloignés de l'emploi, qui ont des difficultés d'intégration et d'insertion sur le marché du travail, qui, eux, ont, avec l'avènement à venir du badge, accès à une arme tactique qui, finalement, leur permet de prendre un peu leur revanche sur le CV. Je vais citer une initiative dont le succès est manifeste. C'est chez Adecco le CV Maker. On a lancé un outil qui est adossé à l'intelligence artificielle qui permet à un individu de se raconter, face à son smartphone, son expérience. Et puis, immédiatement après, il appuie sur un bouton et un CV est automatiquement généré. Ce dispositif a un succès phénoménal. Quand je parlais de la revanche des outsiders qui peuvent enfin se créer un CV, le CV Maker, c'est un genre de badge maker finalement, et on voit que ces populations-là sont extraordinairement friands de ça. Ce que je voulais également dire en réponse à votre question, Paquita, c'est que toutes les entreprises ne vont pas se précipiter sur le badge. Celles qui vont se précipiter sur le badge, c'est celles qui ont des enjeux de pénurie de compétences, celles qui brassent des volumes de salariés, et je pense que tactiquement, les pouvoirs publics auraient intérêt à repérer les entreprises qui s'en saisiront le plus et qui ouvriront la voie et qui traceront le sillon. Et je pense qu'il y a un bon moyen de repérer les entreprises, c'est de repérer les branches qui pratiquent la cotisation supralégale. Ça, ce sont des branches qui admettent le fait que les besoins de compétences ne sont pas servis en l'état par les fonds légaux et qu'il faut mettre plus sur la table. Ici, il y a un terrain de jeu propice pour aller enclencher des démarches de branches. Et puis, enfin, et je terminerai là-dessus si j'ai encore une minute, je pense que j'évoquais la dimension un peu stratégique de repérer quelles entreprises, repérer pour quels salariés ça fait sens. Et je voudrais enfin terminer mon propos en suggérant une approche un peu tactique. Il y a des lieux et des moments qui sont des catalyseurs pour générer de l'input dans les bases. Et ça, je pense qu'il faut les repérer. Et dans les entreprises, il y a des moments clés qui s'appellent l'entretien annuel, qui s'appelle l'entretien de milieu de carrière, qui s'appelle l'entretien professionnel, qui s'appelle la rupture conventionnelle, qui s'appelle l'entretien d'embauche. C'est à ce moment-là, et c'est dans ce genre de moment charnière où il y a un DRH, un opérationnel avec une personne récemment embauchée, que doivent se jouer la captation d'un maximum d'informations plutôt qu'au long cours où ce sera plus aléatoire. Voilà ce que je voulais dire, mais je serais content de compléter mon propos tout à l'heure. Merci, on aura certainement des questions. Thierry Cadar, vous êtes représentant de la CFDT à la Commission Travail-Emploi. On n'entend pas énormément les syndicats sur le sujet des badges. Vous, ça vous intéresse. Pourquoi est-ce que ça vous intéresse et pourquoi est-ce que vous pensez que ça peut être utile pour les travailleurs? D'accord. Alors d'abord, bonjour. Vous m'entendez bien là? Je sais pas, on n'a pas de retour là, mais oui, d'accord. Alors écoutez, oui, je suis j'ai une double casquette en chassé quand même, puisque je suis dans la commission travail-emploi du CESE au titre de la CFDT. Donc je vais vous m'entendez pas très fort, il faut que je me rapproche du micro. Voilà. Et donc je vais essayer de m'exprimer évidemment par rapport à la CFDT, mais aussi par rapport à la commission travail-emploi qui comporte les syndicats, des employeurs, enfin, etc. Donc, sur l'ensemble du sujet. Alors, pourquoi ça nous intéresse à la commission travail-emploi? Pour des raisons, je crois, assez évidentes. On a fait, il n'y a pas très longtemps, on a déposé un avis sur les métiers en tension. On va bientôt travailler sur les conséquences du développement de l'intelligence artificielle sur le monde du travail. On est aussi en train de travailler avec la commission environnement sur les compétences dont nous aurons besoin dans le cadre de la transition environnementale. Vous voyez que tous ces sujets-là, finalement, mettent au cœur de la réflexion justement la question des compétences. Et aussi, incidemment, la question de comment on amène sur des parcours de compétences, j'aime bien l'expression, des personnes qui en sont éloignées. Et de ce point de vue-là,
la question, l'outil, entre guillemets, badge, dont on parle aujourd'hui, mais vous avez bien parlé derrière du fait que c'était un outil au service de la reconnaissance. Des outils au service de la reconnaissance, en particulier des outils qui peuvent évoluer, je pense, de façon très très importante avec le développement de l'IA, c'est un enjeu très important pour mettre en mouvement un certain nombre de travailleurs et de travailleuses qui n'ont pas naturellement, du fait de leur parcours scolaire, du fait de leur situation sociale, etc., l'idée de pouvoir se mettre en chemin sur ce parcours de compétences. Nous, ce qui nous intéresse, alors là je parle du point de vue de la CFDT, la CFDT, vous savez, une de ses valeurs principales, c'est la question de l'émancipation. Et donc l'outil qui permet à des personnes qui se sentent exclues de la possibilité d'avoir un parcours professionnel, de rentrer dans un chemin de compétences, un outil qui leur permette de rentrer dans ce dispositif. On a parlé dans la table ronde précédente, je crois, de la question de l'estime de soi que ça peut développer. Cette première marche, elle est pour nous, trouver des dispositifs qui permettent ces premières marches, c'est quelque chose de très très important. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse, oui, à la CFDT, à la question des badges. Alors, vous tombez bien ou mal, je ne sais pas trop comment vous dire. Il y a une réflexion qui est en cours, qui va déboucher normalement sur un débat à la commission exécutive. J'ai là, mais je ne peux pas vous la donner, la note qui est en cours de préparation. Donc vous voyez, on est en plein dedans. Bon, voilà. Donc le sujet est pour nous un sujet important. Alors important, je l'ai dit, les enjeux que ça peut apporter, et je crois qu'on n'est pas dans une démarche de frein serré, hein, entendez-le bien, mais on est dans une démarche dans laquelle il faut quand même qu'on regarde les conséquences que l'irruption en quelque sorte de ce nouveau dispositif de reconnaissance des compétences, ce que ça va créer sur un écosystème général de reconnaissance des qualifications, des diplômes et de ce qui ça implique en termes de salaire, de capacité de reconversion, etc. Et donc on est exactement à cette réflexion-là. Alors ce que je peux vous donner, c'est un peu les pistes de réflexion sur lesquelles on est, oui. Hein, voilà, sans rentrer... Promis, on dira rien. Oui, non, mais là j'y vais sans trop de... Je n'ai aucun doute, si vous voulez, sur les grands axes sur lesquels nous allons atterrir. Après, bon, il peut y avoir des formulations ou des points... Donc là, je ne m'avancerai pas. Mais donc sur les grands axes de réflexion, l'idée de fond, c'est bien de se dire, on ne doit pas opposer le formel et l'informel, ça c'est quelque chose qu'on pense depuis longtemps. On ne doit pas opposer les compétences et les qualifications. Ce sont pas, voilà, on ne les considère pas comme des démarches opposées. Maintenant, la question c'est comment on articule ces deux références. Développer des parcours de compétences qui ne déboucheraient jamais sur des questions de qualification, vous l'avez dit à plusieurs reprises, va se développer la question de mais à quoi ça sert, hein, au bout d'un moment. Bon. Mais ne pas, comment dire, mettre directement dans les systèmes de compétences, dans les systèmes des badges, toutes les rigidités, mais quelquefois nécessaires, hein, du fonctionnement des compétences et des diplômes, c'est aussi peut-être mettre à mal justement ce qu'il y a d'intéressant dans ces nouveaux dispositifs, dans leur capacité justement de bouger des systèmes qui peuvent être complètement bloqués. Donc, il faut trouver le moyen, et ça c'est là où on est dans l'espace de réflexion dans lequel on est, comment on fait pour, en gardant cette liberté et cette capacité d'innovation auxquelles nous sommes sensibles, comment on fait pour les insérer, les articuler avec un système auquel on tient, parce que ce système quand même de reconnaissance des qualifications, c'est quand même ce qui permet aux salariés de faire valoir des compétences acquises en dehors de l'entreprise dans laquelle ils les ont acquises. C'est pour nous évidemment un élément important. Alors je sais bien, c'est un espace de discussion quelquefois avec les employeurs. Justement, est-ce que c'est entreprise apprenante? Certes. Donc, quelque part, le salarié doit quelque chose à l'entreprise, mais en même temps, ce qu'il a appris, il lui appartient. Donc, vous voyez, bon. Donc là, il y a des espaces de discussion, c'est le premier point. Et je pense aussi, ça m'amène vers ma conclusion, il faut faire attention, parce que, alors j'ai entendu plusieurs fois, et je suis d'accord, mais avec un bémol et un point d'attention. La reconnaissance de ces compétences, elle est évidemment locale au sens que, avec les outils qui sont développés là, ça se passe dans un lieu donné, dans un environnement donné. Mais il faut faire très attention à ne pas enfermer les salariés et les travailleurs de façon générale, à la fois dans une entreprise, mais même dans une branche,
J'ai parlé tout à l'heure de l'évolution des compétences vis-à-vis de la transition environnementale. Il va y avoir d'énormes mouvements d'emploi et donc il faut pouvoir accompagner ces transferts de compétences nécessaires. Donc ne pas enfermer dans des branches et ne pas enfermer non plus cette réflexion sur les compétences dans des entreprises elles-mêmes en dehors de l'espace territorial dans lequel elles agissent, parce que notre conviction, c'est que toutes ces transitions vont amener des salariés à changer d'entreprise. C'est beaucoup plus compliqué de changer d'entreprise et de lieu de vie en même temps. Ouais. Donc, développer une GPEC qui se déroule au niveau territorial, c'est pour nous un élément fondamental. On peut se servir des outils dont nous parlons aujourd'hui, mais encore une fois, comment on les articule avec des outils peut-être plus formels. Ok, merci beaucoup. Et du coup, en fait, ça me fait assez penser à la réflexion qu'on a pu avoir avec Antoine dans le cadre de cette préparation, où un certain nombre de choses que vous avez énoncées ont été évoquées lors de cette préparation. Antoine, donc, qui est donc président de la commission compétences des acteurs de la compétence et qui est aussi CEO de Learn Assembly. Quelles sont tes réflexions, Antoine, et notamment quand on avait préparé, tu me disais, oui, mais il y a aussi du côté des entreprises un certain nombre de freins. Comment toi, tu vois ces freins et comment on peut lever ces freins et accompagner les entreprises ? Bien sûr, bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Peut-être du coup un petit mot sur les acteurs de la compétence, donc qui est l'organisation professionnelle qui représente les acteurs de la compétence et pas simplement les organismes de formation, donc certificateurs, CFA, cabinets de conseil, donc tous les opérateurs. Et c'est intéressant de voir aussi les pratiques émergentes au sein des structures des acteurs de la compétence sur ce sujet des badges qui est encore un peu méconnu, mais on sent un intérêt assez sincère. Et donc je vais parler à ce titre-là et puis au titre effectivement des entreprises avec lesquelles je travaille. Et d'ailleurs, avant cette conférence, je me suis amusé à envoyer quelques textos et passer quelques coups de fil pour savoir si mes clients connaissaient le sujet des badges. Et effectivement, on revient un petit peu sur ce qui était dit, sur le fait qu'il y a une méconnaissance forte du sujet. Et alors du coup, premièrement, le sujet des badges, il est profondément anticulturel en France, puisque en France, on aime l'argument d'autorité, on aime la centralisation, on aime la certification, vous parlez d'empire du formel, et l'open badge, philosophiquement, c'est l'opposé de ça. Et donc on se heurte à une barrière culturelle qui est historique, avec notre rapport au diplôme et à tout ce qu'il y a autour du diplôme, les certifications, etc. Et donc aller face à ça, ça me semble un peu illusoire. Ça ne changera pas. Et si on s'interroge dans le secteur de la formation, dans les 10 dernières années, quels sont les segments ou les activités où le regard des Français a profondément changé, c'est l'apprentissage. Et pourquoi l'apprentissage qui était considéré comme moins noble en termes de filière que les parcours dans des grandes écoles, etc. Pourquoi est-ce que ça a changé ? Parce que des personnes, d'abord ça s'est massifié, ça s'est démocratisé grâce à la réforme, mais aussi parce que les grandes écoles et des structures d'élite, on vous parlait des insiders, et c'est très vrai, se sont mis à apprendre en apprentissage. Et aujourd'hui, dans certaines écoles de commerce très sélectives, vous avez 20 ou 30% des étudiants qui font de l'apprentissage, et du coup, tout d'un coup, c'est plus considéré comme quelque chose de moins noble. C'est quelque chose qui est considéré comme quelque chose de normal, comme une forme d'apprentissage, sans mauvais jeu de mots, comme les autres. Et donc ça a créé un énorme changement de regard sur cette question-là de l'apprentissage en quelques années, et ça a ancré un vrai changement culturel dans la société, parce que du coup, les parents connaissent mieux l'apprentissage et ont moins de croyances négatives que celles qu'ils pouvaient avoir par le passé. Les jeunes connaissent ça, ils en parlent à leurs recruteurs, les recruteurs se sont familiarisés. Aujourd'hui, dans les groupes du CAC 40, il y a partout un directeur ou une directrice de la question de l'alternance ou de l'apprentissage qui consolide les relations avec les écoles, etc. Et donc, le changement de regard qui a été fait sur l'apprentissage, je trouve qu'il y a un retour d'expérience intéressant, et peut-être qu'on pourrait, sur la question des badges, en retenir certaines leçons positives. Et tu verrais quoi, par exemple ? Alors, que Polytechnique utilise des open badges. Non mais, au-delà de la pirouette, c'est vraiment arriver à renverser un peu le regard qui est aujourd'hui porté sur les open badges, qui est, c'est une forme de reconnaissance d'une expérience acquise et d'une compétence pour les personnes qui n'ont pas de diplôme et qui n'auront jamais de diplôme. Et excusez-moi de le dire comme ça, c'est peut-être un peu sévère, mais c'est néanmoins le regard qui est porté par les DRH, et c'est triste, hein. Enfin, j'en suis vraiment assez triste, mais c'est la réalité. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point que je trouve intéressant peut-être à creuser sur la manière d'acculturer dans l'entreprise sur cette question des badges, c'est la manière dont les salariés aujourd'hui, quelle que soit leur
leur niveau dans l'organisation, leur salaire, leur parcours, découvrent et entendent parler de la formation. Et vous parliez là tout à l'heure des NAO, des entretiens annuels. Il y a un sujet qui est central aujourd'hui, c'est la question des LMS et la question des portails formation. Aujourd'hui, les salariés ont accès à la formation via des portails internes qui présentent l'offre, qui donnent accès aux modules de formation, etc. Et aujourd'hui, quand vous regardez, alors je ne pourrais pas vous dire de manière exhaustive parmi les 20 LMS les plus utilisés dans les grands groupes, dans les entreprises françaises, combien proposent des fonctionnalités de reconnaissance de type Open Badge ou s'inspirant des Open Badge, je dirais approximativement la moitié. Mais ces fonctionnalités, elles sont sous-utilisées aujourd'hui. Et donc les organismes de formation qui viennent créer des parcours ou les acteurs du digital learning qui viennent déposer des cours en ligne sur ces plateformes n'utilisent pas le plein potentiel de ces fonctionnalités qui pourraient contribuer à cette acculturation, à cette découverte d'une autre manière de valoriser ces expériences. Et donc ça, je pense que c'est un vrai sujet, l'accompagnement des organismes de formation de ce point de vue-là, dans l'hybridation, dans la diversification des modalités pédagogiques peut être un vrai levier. Et puis après, il y a un troisième frein, du coup, en miroir, qui est à mon avis important. Et j'avais eu cette conversation avec des salariés dans des ateliers que j'avais menés sur le rapport à la formation. Et le retour était de dire, oui, mais la question des badges, en gros, il disait, c'est légèrement infantilisant, voire humiliant. Au sous-entendu, en fait, c'est un moyen de finalement ne pas m'accorder la reconnaissance réelle dans la convention collective, en termes de progression de carrière, en termes de valorisation, etc. Et donc là aussi, il y a aussi peut-être une croyance ou quelque chose à déconstruire ou à faire évoluer. Mais je trouve que la position de la CFDT est assez intéressante et progressiste, parce que je vois mal aujourd'hui les organisations syndicales se battre forcément pour les open badges, dès lors que cette question de la reconnaissance financière des NAO et des grilles de convention de branche ne sont pas intégrées dans la réflexion. Donc voilà, en résumé, je pense qu'il y a le sujet des open badges va se développer. Il y a un vrai travail d'acculturation. Aujourd'hui, peut-être deux leviers, c'est les entreprises aujourd'hui cherchent de plus en plus à reconvertir leurs salariés internes dans des filières. Certaines filières sont en décroissance, d'autres en très forte croissance. Et donc elles ont des enjeux de mobilité interne, de reconversion et donc de captation des compétences et des expériences passées. À mon sens, elle tombe un peu vite dans le panneau de solutions américaines qui survendent l'usage de l'intelligence artificielle en disant « c'est formidable, on va cartographier les compétences de vos 200 000 salariés en appuyant sur un bouton et prescrire des offres de formation personnalisées ». Il y a encore quelques DRH qui malheureusement croient à ça. Et en fait, ce qui est une très bonne nouvelle, c'est qu'ils vont être un petit peu déçus. Et à ce moment-là, ce sera le moment peut-être pour les open badges de venir proposer une autre solution, peut-être plus pragmatique, utilisant l'IA, mais de manière simple et voilà, sans surpromesse, on va dire. Et donc je pense que ce phénomène va arriver parce que les besoins de reconversion vont être énormes et que les mobilités entre métiers, entre branches, entre divisions vont se développer. Merci beaucoup. Avant qu'on prenne des questions dans la salle et sur la visioconférence, est-ce que vous voulez réagir les uns les autres? J'ai l'impression que ton approche, Antoine, plutôt par le haut, correspond pas exactement à ce qu'est voir exactement le contraire de ce que disait Martin Victine tout à l'heure. Oui, absolument. Il y a deux approches, soit différentes, soit opposées, ou peut-être complémentaires. Moi, je continue à prétendre que le sujet du badge s'imposera seulement si il est mis en perspective des notions d'utilité. Et je maintiens que les publics les plus formés n'ont absolument pas besoin, ou beaucoup moins besoin, pour être un peu moins catégorique dans mon propos, d'un badge. Ils peuvent et savent faire leur publicité de leurs compétences, de leurs acquis, de leurs expériences, etc. Donc je positionne, mais avec un regard un peu de réel politique ou de principe de réalité, le sujet comme un sujet un peu adéquationniste, en disant que le badge doit être pris et doit être offert en priorité et doit être d'abord proposé aux gens qui en ont le plus besoin pour rééquilibrer le rapport de force entre offre et demande de travail. Et dans ce schéma-là, je ne
je ne donne pas de place à la dimension dogmatique consistant à dire le badge pour tous, l'exemple par le haut. Ça, c'est une approche de change, de conduite du changement, et à cet égard, elle a de la valeur, mais la valeur de l'adéquation, à mon avis, sera celle par laquelle s'imposera par l'usage le badge. Voilà ce que je voulais dire en rebond du propos d'Antoine. Thierry, vous voulez réagir aussi ? Un petit élément de rebond sur cette question du pouvoir d'achat qui me semble clé. Effectivement, aujourd'hui, on vit dans une période où le pouvoir d'achat, je pense qu'on ne vous apprend rien, est de critique, avec une augmentation forte de l'inflation, des coûts de l'énergie, etc. Et où la formation est très attendue sur sa capacité à créer du pouvoir d'achat concrètement pour les personnes qui se forment. Alors, quand on est un ingénieur pédagogique, quand on est sensible à la question de l'acte pédagogique, évidemment, c'est un peu dommage parce qu'on passe un peu à côté d'une partie du sujet, mais néanmoins, c'est une partie des attentes. Et donc, la capacité de la formation à créer du pouvoir d'achat et à permettre ou de compenser la baisse de la mobilité sociale à laquelle on assiste en France globalement, elle est très attendue. Et si les badges sont un élément de réponse à ça, alors je pense qu'ils auront un très bel avenir. Et je crois à cette question de l'utilitarisme. Nous, ce qu'on voit globalement dans les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est une baisse en moyenne de 3 à 5% par an des budgets formation. Donc sur 10 ans, ça fait quand même beaucoup. Voilà. Même si les effets d'annonce sont très différents. Et ce qu'on voit, c'est un fléchage vers des dispositifs très ciblés. Et on s'éparpille moins, c'est moins des budgets très atomisés, mais c'est des budgets beaucoup plus fléchés vers des populations spécifiques dont les métiers sont menacés ou des compétences spécifiques qui sont en très forte accélération, en très forte croissance. Et donc c'est un tout petit peu moins d'argent, très ciblé, et où ce sujet de la reconnaissance est décisif, est vraiment essentiel. Sur la question de l'utilité, je rejoins complètement les propos et surtout, je ne différencie pas ceux qui sont dans le besoin et qui pourraient être éloignés des savoirs académiques ou avoir un niveau d'apprentissage moindre par rapport à nos publics, à nos salariés qui sont des consultants Bac plus 4, Bac plus 5, des chefs de projet, qui ont des missions chez nos clients. Et nos clients, on a l'intuition, enfin c'est même pas une intuition, c'est que leur accoler un open badge sur l'intelligence artificielle, sur des compétences spécifiques de niche qui sont rares et qui évoluent très vite, ça permet d'authentifier, de sécuriser une compétence avérée et qui permet de favoriser la mobilité, comme vous le précisiez tout à l'heure. Donc c'est une histoire entre branches, dans une seule branche, pour 1 200 000 salariés, qui sont effectivement beaucoup plus qualifiés que la moyenne en France, mais la question d'utilité, elle est prégnante, elle est complètement avérée. Oui, donc, je pense que, pour participer au débat, mais peut-être un peu en biais du coup. Oui, bien sûr que la question des rémunérations est importante. Et quand on interroge les salariés, c'est évidemment, en plus avec la période d'inflation, une préoccupation qui vient aujourd'hui en premier, mais qui ne vient pas la seule. Et clairement, la reconnaissance des compétences acquises dans l'activité professionnelle est aussi un élément très très important. Ça a été dit tout à l'heure, l'avantage d'un système souple qui permet de découper, hein, c'est un peu ce que vous disiez, les compétences en adaptant justement à des situations professionnelles différentes, etc. C'est reconnaître la connaissance qu'ont les salariés de la manière dont le travail se fait. Et il y a énormément de sujets qui peuvent se traiter dans les entreprises à partir du moment où on reconnaît cette compétence. Alors, ça passe par le développement du dialogue social autour des conditions de travail et de l'organisation du travail, mais ça passe aussi par cette reconnaissance de compétences. Voilà, je pense que, et puis, les organisations syndicales ne sont pas juste attachées à la feuille de paye. Hein. Je veux dire, la CFDT, par exemple, c'est très très mobilisée sur le développement de Cléa, qui n'a pas d'effet obligatoirement immédiat sur la feuille de paye, mais parce que c'est pour nous un enjeu d'émancipation extrêmement important. Oui, on va prendre des... Juste une dernière remarque, c'est la formation expérientielle a pris de l'ampleur. Le gouvernement a ouvert la boîte de Pandore. Stéphane Rémy est ici. Je me rappelle des expérimentations sur la FEST en 2015. Effectivement, il y avait aussi, pensez à la VAE inversée qui est récente. On valorise l'expérience. Donc l'institution, me semble-t-il, à défaut d'être
en tout cas en étant en retard, est quand même au rendez-vous. Et j'ai l'espoir, voilà, que je parlais tout à l'heure d'un pari, j'ai l'espoir qu'effectivement, à l'aune du passeport orientation, formation, compétences que développe la Caisse des dépôts, qu'il y ait ce fameux parcours extra-branche, enfin interbranche et sur tout le territoire pour pouvoir favoriser la mobilité, les reconversions ou le développement des conversions. L'adaptation aux technologies de demain, pour nous, c'est crucial. Et les clients exigeants nous le demandent, même si c'est, encore une fois, pour les Bac plus 4, Bac plus 5. Alors je vous rejoins complètement et je pense que le contexte est absolument inédit et plus favorable que jamais à l'éclosion des badges, parce que vous avez raison, le CPF qui introduit dans l'état d'esprit le principe de portabilité, de choses qui appartient, de l'asset, pardon pour l'anglicisme, d'un individu, la réforme de la VAE, l'alternance que rappelait Antoine. Là, ce sont des bases d'un contexte ultra puissant, ultra solide, qui prépare le terrain. Et là, en ce sens, le législateur, clairement, enfin, mon propos n'est pas politique, mais il fait le job. Il fait le job. Les conditions sont plus que jamais installées et le terreau est là pour que le badge pousse. Alors la question après, est-ce qu'il poussera par le haut ou est-ce qu'il poussera par le bas? C'est peut-être le petit point de divergence de la table ronde, mais à part ça, ça va forcément pousser parce que les conditions de succès sont là. Et les besoins des entreprises sont plus que jamais là également. Donc là, je vois finalement que vous êtes d'accord tous les deux, enfin sur le fond. En tout cas, vous êtes d'accord tous les deux. Messieurs, merci beaucoup. On va prendre peut-être les questions de la salle et les questions en ligne. Non, merci, je me permets de rebondir. J'ai trouvé ça très très intéressant et en fait on retrouve les mêmes questions qu'on retrouve sur les badges lorsqu'on les a évoquées et créées. Le fait de reconnaître l'informel dans des parcours formels. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que notamment pour les publics de premier niveau de qualification, quel que soit leur statut, ils ont des compétences informelles en général très riches qu'ils n'identifient pas comme utiles dans le monde du travail. Et étant souvent stigmatisés parce qu'ils n'ont pas, forcément, ça aussi entretient cet aspect-là. Donc, je pense que là, il y a aussi un enjeu de reconnaissance et de consolidation des parcours des salariés, notamment les moins qualifiés. Déjà parce que les badges peuvent reconnaître des compétences informelles jusqu'ici invisibles, d'une part, parce qu'ils permettent la logique des petits pas. Voilà, c'est pas la peine de me projeter sur un qualifiant qui n'arrivera peut-être jamais, sur lequel je vais me décourager, mais voilà, de pouvoir rythmer mes apprentissages, d'avoir des taquets de reconnaissance. Voilà. Qui peut-être, dans un premier niveau, ne seront reconnus que par moi et mon employeur, mais en attendant, ce sont les deux qui en ont besoin immédiatement. Voilà. Et là, on peut projeter la personne et sécuriser le parcours et l'investissement qui va avec de formation. Parce que je reprends confiance, parce que finalement j'ai des compétences et parce que finalement je peux me projeter. Donc il y a aussi toute cette dynamique de parcours, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, c'est que dans un parcours, il y aura des temps, c'est une recette. Il y aura des temps formels, des temps informels, mais chaque étape mérite d'être reconnue et d'avoir les moyens d'être reconnue. Et quand je parle de moyens, c'est pas seulement la méthode, c'est aussi les financements. Oui. Et cette logique verticale, parce que finalement il y a un parcours compétences qu'on aime évoquer dans une seule et même logique, celle qui consiste à progresser vers le haut. Mais il y a aussi cette logique horizontale qui, et la reconnaissance fait sa part justement par les pairs ou par les managers qui authentifient ce témoignage des collègues sur les soft skills. On peut avoir l'impression que c'est les compétences douces, des compétences périphériques, mais finalement pour nous, en tout cas dans notre secteur, ce sont des compétences centrales. Si un client achète un consultant, une prestation, et qui veut avoir une sécurité dans le profil de la personne qui va opérer pour lui, un open badge sur des compétences transversales, relationnelles, interpersonnelles, c'est effectivement quelque chose qui est de la valeur ajoutée et qui, encore plus, si elle est sécurisée, est reconnue. Voilà, donc je trouve que, je pense qu'il faut parler de haut et de bas, mais quel que soit le statut, cette question un peu d'aller chercher ce qui va activer le groupe, l'entreprise au sens large, peut être intéressant. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà ciblées? Là, moi, je veux bien répondre parce que je suis d'accord avec vous à 100%. Et effectivement, tout à l'heure, quelqu'un a dit, je me demande si c'est pas Serge, si le risque des open badges, c'est que ça devienne le diplôme du pauvre. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est extrêmement important
que les dirigeants s'en emparent. Évidemment, ça ne va pas leur servir à trouver du boulot. Hein. Je parlais tout à l'heure du directeur des hyper, là, qui a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière. Et je ne pense pas qu'en fait l'Open Badge va l'aider à trouver un autre boulot. Il va très bien se débrouiller, tout va bien pour lui. Mais n'empêche que si on ne le fait pas, si eux n'en parlent pas, il y aura vraiment deux catégories de diplômes, quoi. Voilà, ça sera le diplôme cheap. Donc je pense que c'est vraiment un enjeu très important. D'autres, est-ce qu'il y a des questions issues de... Oui, Muriel, et puis après peut-être une ou deux questions en ligne. Je ne sais pas s'il y a des questions en ligne. Le débat qui vient d'avoir lieu, on a beaucoup parlé de compétences et de ce qui est utile pour l'entreprise, utile pour mener le travail. Si on pense par exemple à la transformation numérique et à la transformation écologique qui est nécessaire, là c'est pareil. Alors il ne s'agit pas de repérer les sales cons, mais d'identifier les personnes qui peuvent peut-être être ressources au sein des entreprises pour passer ces transformations. Et notamment la transformation écologique qui, je pense, fait partie de vos préoccupations, j'espère. Et ces personnes-là, elles sont pas forcément... Enfin, je pense qu'elles sont également réparties chez ce que vous appelez les insiders ou les outsiders. Enfin, là, pour le coup, ça rabat un peu les cartes et peut-être qu'on peut voir la question autrement de ce point de vue-là. Oui. Mon propos, c'était... Peut-être que je me suis auto-caricaturé, en tout cas c'est comme ça que je ressens la manière dont j'ai pu être perçu. Je plaidais la notion adéquationniste. Et l'adéquation, elle peut être pour alimenter des mouvements de population d'une branche à l'autre, d'une industrie à l'autre, d'une industrie polluante vers une industrie non polluante, en intra au sein d'une entreprise, en inter entre entreprises, en inter entre branches. Donc je dis partout où il y a des enjeux urgents d'adéquation, c'est là qu'il faut, en premier lieu et en urgence, développer les badges. Donc le propos n'est pas de dire, et je n'ai jamais dit ni pensé les riches, les pauvres. Ce que je pense à titre personnel, c'est qu'il y aura toujours les diplômés, il y aura toujours des bacs plus 8, il y aura toujours des masters, il y aura toujours des BTS, il y aura toujours une hiérarchie des diplômes. Et ça, le badge ne retirera pas ce principe de réalité. Et je dis que à l'heure actuelle, quand on n'est pas très loin du plein emploi, quand il y a des enjeux de transformation de l'économie, notamment tractés par les sujets d'environnement, il y a une urgence à proposer des outils pour accélérer cette transformation. Et c'est ça qui me renvoie à la stratégie de l'adéquationnisme, en fait. Oui, qui du coup ne se pense pas obligatoirement en niveau de qualification de départ, mais plutôt à quel endroit de la qualification on est. Parce que la question de la transition environnementale dont vous parlez, on a fait un avis aussi, toujours la commission travail-emploi du CESE, sur les effets de la transition climatique qu'on connaît sur le travail dans les entreprises. Et c'est vrai que l'un des axes qu'on a développé, c'est de dire qu'il faut se donner des outils et donc des personnes aussi capables de mener le dialogue professionnel à l'intérieur des entreprises pour faire face à ces, par exemple, à ces températures extrêmes, par exemple, à ces catastrophes climatiques. Au moment où, quand on est dans une entreprise qui connaît ce type de situation, les compétences qui vont permettre de faire face à ce type de situation, on ne les retrouve pas obligatoirement là où on avait l'habitude de les trouver. Et donc, être capable de les reconnaître en amont et de reconnaître les engagements qu'il y a eu là-dessus, c'est en effet très important. Est-ce qu'on a une question du public sur Zoom, non? Non. Oui. Ok. Et une dernière question. Oui, je vais tenter. Merci, parce que vous venez de nous rajeunir de 30 ans. C'est à peu près les discours qu'il y avait dans les années 90 quand on parlait de la compétence, puisque je vous rappelle que la compétence, la CDTIT, la CGT, c'était rendre visible l'invisible du travail et du rapport du sujet au travail. On est en train de discuter de ça. 30 ans. On n'a pas avancé d'un iota. Donc l'espoir est dans le badge. Le discours d'Adéco me rassure en me disant qu'on n'en est pas arrivé. Parce que, et je vais être un petit peu embêtant, il s'agit quand même à travers les diplômes, puisqu'il y a 30 ans, il y a 10 ans encore, on disait « il faut arrêter avec les diplômes, il faudrait quand même recruter autrement. Il faudrait faire en sorte que ce ne soit pas que les diplômes qui fassent que les humains soient pris en entreprise. » Vous voyez, et on est tombé dans toute certification,
Et j'ai peur que le badge rentre encore là-dedans. Vous voyez, j'étais intéressé par ce que disait la présidente de Reconnect tout à l'heure, parce que c'était ça, on a un outil qui risque de cannibaliser le processus qui est un processus de rencontre, en fait, entre un humain qui est en entreprise et l'autre qui aimerait bien rentrer. D'accord ? C'est l'immense paradoxe. C'est l'immense paradoxe entre le... Je vais peut-être terminer. Merci. Adecco Training. Et donc, il faut quand même se dire que ça soit le diplôme, que ça soit le badge, ce qui est important, c'est le processus, d'accord ? Qui est un processus qui essaye de favoriser quoi ? La rencontre entre des êtres humains, certains qui ont la chance, comme vous, d'être en entreprise avec des responsabilités, et d'autres qui n'ont pas cette chance-là, à un moment donné, ils sont hors emploi. Et il faut qu'ils y arrivent, d'accord ? Et comment ils font reconnaître qui ils sont ? Parce que c'est ça, la base. Donc, en fait, que ça soit tous les diplômes et certifications, c'est pour ça que le gouvernement il va à outrance à travers cette notion extrêmement floue de compétences, mais je ne vais pas le développer, Jacques va m'engueuler. On n'est pas couché sinon. Il faut savoir quand même, et j'ai peur que les badges soient ça, donc j'aimerais qu'on reste. Je termine là-dessus, vous allez voir. Ce n'est qu'un palliatif à l'incapacité des entreprises à améliorer leur façon de recruter. Toutes les études nous ont montré qu'on a fait, je suis chercheur au CNAM, que ça soit au CNAM ou que ça soit à la DGEFP, on a montré qu'il y avait une incapacité des entreprises à recruter puisqu'elles étaient très mauvais recruteurs, très mauvais animateurs, très mauvais formateurs, parce qu'elles ne sont pas faites pour. Donc il n'y a pas aucun problème, d'accord ? Donc ma question, elle est là, c'est que, ok badge, mais comment vous participez au processus et comment vous pouvez, vous, entreprise, améliorer votre façon de recruter et de réouvrir les bras au lieu de chercher celui qui est compétent, opérationnel immédiatement et qui est déjà chez le concurrent. Merci. On va terminer sur cette question. Micro-réaction. Je pense que déjà le monde du travail a quand même beaucoup changé depuis 30 ans. Moi, dans ma société, 30% des salariés sont des gens qui ont déjà fait une transition professionnelle, une reconversion, et c'est quand même de plus en plus vrai. Les gens changent plus de métier qu'avant. C'est loin d'être parfait, évidemment. Mais quand même, le regard qu'on porte sur les transitions professionnelles a changé quand même si c'est loin d'être parfait. Là où je vous rejoins, c'est sur le risque que les open badges soient instrumentalisés pour faire de la pseudo-formation en situation de travail qui n'est qu'en fait de la formation sur le tas, à la va-vite, et où du coup, effectivement, là, il y a un risque, et il faut le dire. Et après, je nuancerai le dernier point sur l'entreprise. En fait, il n'y a pas l'entreprise. Quand on discute avec... moi, quand je discute avec les entreprises avec lesquelles je travaille, sur cette question des mobilités internes, par exemple, et de la reconnaissance des expériences et des compétences de personnes vers de nouveaux métiers, en fait, il y a deux courants. Il y a des gens qui vont dire... facilitons les reconversions, facilitons les transitions, mettons en place de la formation, mettons en place des écoles internes. Et puis il y a des gens qui sont parfois des managers ou des RH, peu importe, mais plutôt des managers d'ailleurs, qui vont dire, en fait, moi, je ne recruterai que des ingénieurs Bac+5 ou ceci ou cela. Et il y a des débats très, très forts et des frictions très fortes dans l'entreprise. Il n'y a pas un bloc. La question, c'est plutôt, à mon sens, des rapports de force. Et les rapports de force vont dans un sens ou dans l'autre, selon la difficulté à recruter, l'ouverture d'esprit des managers, les budgets qui sont mis sur la formation. Et dans certaines entreprises, on est à 80% dans du curseur à gauche, gauche ou droite, je n'aurais pas employé ces termes-là, mais dans un curseur, on va dire. Et dans d'autres entreprises, au contraire, c'est plus ouvert. Et donc voilà, votre point de vigilance, il est important, mais ça bouge quand même. Et peut-être par rapport à ces 30 ans, on est quand même dans une période très différente. Je veux dire, le besoin de recrutement des entreprises sur les compétences dont elles ont besoin demain n'est pas le même que celui des années 90. Donc peut-être que ça les forcera à faire un effort de réflexion sur les personnes qu'on les recrute. En tout cas, on peut l'espérer. Et ça va aller très très vite. Aujourd'hui, c'est différent d'il y a 30 ans, mais dans 5 ans, on dira que ça va aller avec l'intelligence artificielle et toutes les nouvelles technologies. C'est effectivement crucial que de mettre en place un système, même si c'est un système perfectible. Il faut bien qu'on rentre dans un écosystème et la branche en est, je pense, une des réponses, comme dans l'entreprise. Merci beaucoup. Je suis désolée, il y a déjà les personnes, nos invités de la TR3 qui attendent. Merci beaucoup pour ces échanges et votre participation.